J'avais ma voisine du 5e étage, elle avait un fils. Il a traversé le plancher. On a laissé pourrir cette situation bien avant les effondrements pour permettre aussi un renouvellement de la population, et populations plus aisées. La politique, ça fait longtemps qu'elle est derrière mon dos. J'ai jamais considéré que la libération de Marseille partirait malheureusement de ces quartiers-là. Ça se démontre jour après jour que tant qu'ils font les choses sans les habitants, ça se fera contre les habitants. Quand vous laissez de la merde, il y a encore plus de merde. C'est pas avec des personnes écrasées de misère, ghettoisées, qui ne croient plus en rien, qu'on allait faire la révolution, quoi. Il va y avoir un problème de légitimité. Comment on peut avoir le pouvoir dans une ville avec 12%? Ça, On dit que Marseille elle est vivante, eh bien, qu'on la fasse vivre avec tous les Marseillais. C'était le 4 juillet, Michel Rubirola remportait la course à la mairie de Marseille, deuxième plus grande ville de France. Une victoire pour la gauche locale, après 25 ans de règne sans partage du baron de la droite Jean-Claude Gaudin. Cette victoire de l'élu écologiste, c'est le fruit d'une alliance politique inédite entre différents partis de gauche et militants associatifs. Un trophée arraché après une bataille tendue avec la droite de Martine Vassal. Mais après l'euphorie, une question se pose. Cette alternance politique suffira-t-elle à résoudre les problèmes d'une ville où un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté? Une ville où le système clientéliste gangrène tous les projets d'aménagement locaux? Quel espoir reste-t-il? On est parti à la rencontre d'acteurs et actrices de terrain pour confronter leurs expériences avec les nouveaux objectifs de la majorité municipale. La lutte contre l'habitat indigne, c'est un des enjeux de la nouvelle majorité municipale. Ici à Marseille, ce fléau a fait la une des quotidiens nationaux en novembre 2018. Des tonnes de gravats. Voilà en quelques secondes ce que sont devenus les immeubles des numéros 63 et 65 rue d'Aubagne. L'émotion, mais aussi la colère des familles des victimes qui se sentent oubliées par la ville de Marseille. Depuis le drame de la rue d'Aubagne, le combat contre l'insalubrité du parc locatif marseillais s'est imposé dans l'agenda politique local et donc dans l'agenda électoral. Tout cela grâce au lobbying de plusieurs associations, comme le collectif du 5 novembre. Car aujourd'hui encore, plus de 500 familles délogées attendent toujours une solution d'hébergement décente. Dominique a lui-même dû quitter son appartement dans un immeuble insalubre. C'est cet immeuble-là que j'ai habité pendant 15 ans, avant d'en être délogé, qui présentait des désordres de plus en plus alarmants, quoi. Par exemple, j'avais ma voisine du 5e étage, elle avait un fils autiste, qui s'énervait par moments, qui trépignait, qui sautait à pieds joints, etc. Et un jour, en 2017, il a traversé le plancher. Dans une de ces crises, on a été obligé d'appeler les pompiers. Les pompiers ont évacué la famille. Le propriétaire a fait des travaux cache-misère, quoi. Et puis tout est reparti comme avant. Dans cet immeuble, où restent quelques rares locataires, nous croisons par hasard l'ancienne voisine de Dominique. Les lieux sont toujours abandonnés par le bailleur. C'est moi qui fais le ménage. Dans la cage d'escalier même? Oui, c'est moi. Personne ici. Personne ne fait le ménage. Ici, malgré l'insalubrité évidente et l'urgence d'évacuer, la situation pourrit, tout comme les murs. Et les propriétaires, pour faire des économies, plutôt que de payer des charges d'eau, etc., ils ont installé des compteurs individuels. Ils ont fait ça comme des salopards, quoi. Je veux dire vraiment. Ils ont coupé les tuyaux, ils les ont raccordés n'importe comment, ça a eu des fuites. Moi j'ai payé le dernier truc, je sais plus, j'avais un truc du genre 200 € de flotte, enfin des trucs complètement déments. Et donc ils n'ont même pas terminé le coffrage, le machin, voilà. La réhabilitation du parc locatif, c'est un enjeu mis en avant par le printemps marseillais pendant la campagne électorale. Mais le pouvoir d'action de la nouvelle majorité reste limité, et pour cause, la métropole n'a pas basculé à gauche. Alors Dominique, lui, ne se fait pas vraiment d'illusions. Je ne vais pas partir avec forcément un truc négatif. Pour l'instant, ils arrivent, ils n'ont pas fait leurs preuves. Bon, je ne crois en rien, j'attends de voir, quoi. Des actes contre l'habitat indigne, c'est ce que les habitants du quartier attendent, car le drame de la rue d'Aubagne n'est pas le premier accident lié à l'insalubrité des logements à Marseille. Emmanuel est urbaniste et aussi membre du collectif 5 novembre. Il a longtemps travaillé à la Soleam, la société marseillaise responsable de la rénovation urbaine, avant de la quitter. C'est un problème qui ne date pas du 5 novembre, la problématique des immeubles insalubres. Je travaillais spécifiquement sur les questions de renouvellement urbain en centre-ville. J'avais pu observer et puis vraiment constater que les signalements de locataires arrivaient dans les services de la ville, des signalements qui exprimaient leurs inquiétudes sur des problèmes
de sol, de problèmes structurels sur les immeubles, et puis aussi des problèmes d'insalubrité. Et ces questions-là n'étaient pas traitées par les services, et ça depuis très longtemps. Donc en fait, il n'y avait pas de prise d'arrêté de péril, encore moins d'arrêté d'insalubrité, et on laissait un peu le quartier, et pas que le quartier, puisque c'est à l'échelle de la ville qu'on retrouve les évacuations et les arrêtés de péril, on laissait le quartier se délabrer, avec quand même derrière l'idée, et en particulier dans le centre-ville, de laisser un peu les choses se pourrir pour permettre aussi un renouvellement de la population, refaire des projets et réattirer une autre type de catégorie de population, des populations plus aisées. On a laissé pourrir cette situation bien avant les effondrements. À l'image de son camarade de lutte, il attend des actions fortes de la nouvelle mairie. D'après lui, certaines mesures pourraient être mises en place dès maintenant, avec un peu de volonté politique. Il y a déjà étendre le parc de logement, donc réhabiliter les immeubles, notamment de la ville. Assurer le droit donc à ces familles qui sont sans papier, notamment. Faire simplement appliquer le droit. Mettre en place les travaux d'office. Ça aussi, il y a un certain nombre d'immeubles aujourd'hui qui sont à des propriétaires privés, qui ne veulent pas faire les travaux. La mairie a la capacité de se substituer, c'est légal, à ces propriétaires-là pour réaliser à la place des propriétaires les travaux. Elle peut le faire tout de suite sur des situations de blocage. Il faut que tout de suite, il y ait des marchés de travaux qui soient mis en œuvre pour réaliser ces travaux d'office. Le même problème existe dans les quartiers nord de Marseille, les plus pauvres de la ville. Historiquement constitués d'une population immigrée, ces espaces concentrent les problèmes sociaux. 17 des 22 quartiers prioritaires de la ville se trouvent dans ces arrondissements périphériques, comme ici dans le 13e arrondissement. Au pied de cette barre HLM, l'association Avec Nous a ouvert un nouveau local au mois de mars. Bon alors Fatima, on est où ici là ? Alors tu es à la résidence Le Clos à La Rose. C'est une cité dont le bailleur est très habitant. Nous avons installé notre association ici. Ce matin, un atelier de fabrication de savon bio est organisé avec le collectif de femmes des quartiers populaires. Alors là, vous assistez en direct à la potion magique pour changer Marseille et la rendre solidaire. Ici, on est très loin des questions de changement de bord à la mairie. On va vraiment sur de l'économique, de la solidarité, mais au sens noble du terme. Si je ne m'en sors pas, j'ai un budget très serré, comment je peux faire pour m'en sortir ? Bouge, je suis en train de figer. Là, il y a la nouvelle mairie qui vient de basculer à gauche. Oui. Est-ce que pour vous, ça va changer quelque chose ? Vous êtes un peu désabusé ? Alors moi, je vous explique à titre personnel. Ouais. La politique, ça fait longtemps qu'elle est derrière mon dos. On espère toujours. On a toujours l'espoir, mais bon. Ces habitants se battent d'abord pour survivre avec leurs proches. Le fossé avec les quartiers sud, plus riches, se creuse de plus en plus. La solidarité, elle est née d'un projet commun qui les fédère, qui nous fédère. C'est comment on peut faire ensemble. Il n'y a pas des assistés. Il y a des gens qui ont de belles idées et on ne les laisse pas faire, on ne reconnaît pas ce savoir-faire-là. C'est pas juste 1, 2, 3 politiques qui rentrent dans un quartier. Oh, ils ont besoin de ça, on va leur donner un peu, mais on sait qu'ils n'auront qu'un tiers. Quand on sait que dans les quartiers sud, je sais pas, moi, pour les écoles publiques, on va leur donner 5 €, j'extrapole, et que dans les quartiers nord, on va leur donner 1,50 €. C'est sûr, quand vous avez dans une école publique, dans les quartiers nord et dans les quartiers sud, l'enseignement n'est pas le même, déjà à la base. Cette différence de traitement avec les autres Marseillais a détourné ses habitants du jeu politique et des partis. Fatima Mostefaoui, présidente de l'association, revendique des actions concrètes faites par et pour les habitants des cités. C'est pas quelqu'un qui arrive d'un bureau avec ses cravates et son costume, qui connaît pas les quartiers, qui va venir me dire à moi ou à un habitant de quartier, va dire que cet arbre-là le gêne, donc on peut le changer. C'est avec lui qu'il pourra voir si cet arbre-là le gêne, si cet arbre-là lui convient, pour que c'est avec nous qu'ils doivent travailler. Ça se démontre jour après jour que tant qu'ils font les choses sans les habitants, ça se fera contre les habitants, contre les quartiers populaires, contre les citoyens. Je pense qu'il faut faire les choses ensemble et c'est comme ça qu'on arrivera. L'association vient aussi corriger les inégalités produites par une politique de la ville inefficace et des dizaines d'années de clientélisme. La politique de la ville, c'est pour rééquilibrer, c'est pas pour déséquilibrer. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est tous déséquilibrés. On est tous devenus des boiteux. Avant, on marchait à pied un petit peu. Là, aujourd'hui, on a un sabot... On a des sabots comme ça pour équilibrer la marche. Quand vous laissez de la merde, il y a encore plus de merde. Quand vous nettoyez la merde, il n'y a plus de merde. Quand vous avez un trou dans le mur, quand vous le bouchez, il n'y a plus de trou. Les gens, ils payent des loyers, ils payent des taxes d'habitation horribles chez nous. Ils ne payent pas les mêmes taxes d'habitation qu'ailleurs. Et ils n'ont pas droit à un nettoyage de rue correctement.
Donc à un moment, c'est le système qui ne fonctionne pas. Et après, vous pouvez mettre tous les élus que vous voulez. C'est le système qui ne fonctionne pas. La nouvelle majorité installée à la mairie pourra-t-elle changer les choses ? Pour Fatima, il faudrait d'abord que les politiques considèrent réellement les habitants des quartiers populaires. Pendant les élections, ils sont tous venus, oui, Fatima, il faudrait qu'on se voie pour les élections. Ouais, d'accord, ok. La vérité, tu regardes, quand tu arrives, tu sais qui c'est qui est sur les listes. On peut... non, ça y est, les listes, elles sont faites, et la prochaine réunion, ils ne t'invitent pas. Toi, tu vas venir pour gonfler le truc. On ne les a pas oubliés, hein, les indigènes. Ils sont avec nous. Hein. Mais c'est nous qu'on va porter. Tu as l'impression, quand ils arrivent dans les quartiers, ceux qui travaillent en politique de la vie, n'importe où, tu as l'impression qu'ils arrivent dans des colonies. Ça va être pour nous apprendre les choses. Allez vous faire voir. Allez vous faire voir, vous ne m'apprenez rien, moi. Moi, quand je leur dis accompagner, vous ne me dites plus vous m'accompagnez, vous ne m'accompagnez pas. Moi, j'outille les gens. Et quand tu leur dis outiller, ils te disent non. Pourquoi ? Accompagner jusqu'à quand tu vas me donner la main ? Pour m'accompagner jusqu'à quand tu m'accompagnes, les élèves qui sortent de là, tu les accompagnes jusqu'à les bancs de la fac, tu les accompagnes pas. Donc arrête de m'accompagner. Accompagne tes enfants, accompagne ta mère, accompagne ton père, accompagne ta grand-mère, mais moi laisse-moi tranquille. Elle accompagne au quotidien les jeunes du quartier pour leur redonner de l'espoir, là où les politiques se sont détournés. Là aujourd'hui je vois un gamin, au Flamand il y a un gamin qui est en train de suivre la formation. Il est en train de réfléchir comment il peut ouvrir sa boîte pour floquer. Ben pourquoi pas ? Il a peut-être 20 ans, mais si à 20 ans on lui donne ces idées-là et qu'il a envie, ça veut dire qu'il se projette. Ça veut dire que ce gamin, il brille. Et moi, quand je vois des étoiles dans les yeux des gamins, je me dis, je m'en fous de tout le monde, en vérité, je le fais. Parce que je sais qu'avec le peu qu'on fait, on le fait pour le gamin. Et le gamin, ben, il va avancer, il va faire quelque chose. Faire quelque chose, car les chantiers sont nombreux ici à Marseille, et Fatima continue d'espérer le meilleur pour sa ville. Nos écoles primaires sont en ruine. Nos routes sont en ruine, les logements sont en ruine, qu'on s'occupe des quartiers qu'on a abandonnés depuis des années et qu'aujourd'hui on se dise voilà, on rééquilibre Marseille, on autorise n'importe quel citoyen d'aller habiter où il veut, travailler où il veut. On dise que Marseille elle est vivante, eh bien, qu'on la fasse vivre avec tous les Marseillais. Marseille, belle et vivante pour tous ses habitants, c'est aussi le souhait de la nouvelle équipe municipale, le Printemps Marseillais, qui devra rendre des comptes, d'autant que la victoire de cette coalition politique reste entachée par des taux d'abstention exorbitants qui ont dépassé les 80% dans les quartiers nord. Fatih Boirois est militant associatif et ancien membre du Pacte démocratique, un rassemblement d'activistes qui avait négocié une alliance finalement avortée avec le Printemps Marseillais. Il va y avoir un problème de légitimité, mais qui est multiple. La première absence de légitimité probable ou de remise en cause de sa légitimité, c'est à ceux qui sont élus aujourd'hui. Quand on est maire de Marseille avec un peu plus de 12% du nombre d'inscrits, ça devient un peu compliqué. Ou bien ça veut dire, c'est peut-être pas leur faute, c'est peut-être notre système démocratique qui ne fonctionne pas. Comment on peut avoir le pouvoir dans une ville avec 12% ? Ça, c'est assez incompréhensible et donc il y aura un problème à un moment donné de légitimité. Pour lui, l'alternative proposée par le Printemps Marseillais n'a pas touché les classes populaires. L'alternance proposée n'était pas compréhensible par tout le monde. Les gens des quartiers populaires, même si certains ont voté, ne se reconnaissaient pas dans les listes. Elles ne sont pas représentatives, même si dans les rangs du printemps, certaines personnes sont bien issues des quartiers, issus de l'immigration. Il y a bien un petit panachage. Mais ce petit panachage, quand on regarde bien, ceux qui y sont déjà des expérimentés de la politique. On les avait déjà vus. Ceux qui sont élus dans le 15-16e avec Samia Ghali ne sont pas des perdreaux de l'année. Parce qu'il n'y avait pas de discours, parce qu'il n'y avait pas, je suis désolé, quand on regarde les programmes, ils sont un peu creux. Un peu creux. On se demande à quel moment ils ont vraiment travaillé les programmes. Il y avait des éléments, mais des éléments emblématiques. Il y avait comme élément emblématique la question des immeubles qui s'écroulent à Marseille. Oui, on aura une politique de réhabilitation des immeubles. Il n'y a pas besoin de travailler pendant 10 heures. Un projet de ville, personne ne l'avait écrit. Cette nouvelle majorité aurait été élue sur le ras-le-bol du système Gaudin, mais pas pour un projet politique. Et les acteurs des luttes locales pourraient être très durs avec la nouvelle mairie. Je veux qu'on se préoccupe de ceux qui souffrent le plus. Comme disait l'abbé Pierre, servir premier le plus souffrant. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. S'ils ne font pas ça, je pense que les mouvements sociaux devront reprendre.
et j'en serai. La défaite de Jean-Claude Gaudin reste une simple introduction au changement à Marseille. Désormais, la vraie bataille s'engage et la nouvelle municipalité est loin d'être favorite pour Olivier Jourdan-Rouleau, journaliste et correspondant local du Média TV. Une commune comme la ville de Marseille, est-ce qu'elle a les armes pour engager une politique d'habitat avec beaucoup d'investissements? Parce que tout ça, ça demande des moyens. Il faut qu'on sorte du rafistolage. Cette ville, c'est de briques et de broc. Et le brique et de broc, aujourd'hui, il tombe et il s'effondre sur ses habitants. Ça demande des moyens. Cette ville, elle est endettée. Elle n'a pas de moyens. Elle n'a pas de moyens. Elle n'a pas de finances. Il y a une dette qui est de l'ordre de 1,7 milliard d'euros. Et puis, il y a une seconde chose. Le 4 juillet, ici, Michel Rubirola s'installe avec le printemps marseillais. Elle est le maire de Marseille aujourd'hui. Mais avec quels moyens? Puisque dans la foulée, la métropole est restée à droite. La métropole, c'est l'essentiel des compétences pour Marseille. En matière de logement, en matière de transport, de mobilité, de développement économique, de propreté. C'est important la propreté pour la dignité, surtout dans une ville comme Marseille. Par ailleurs, la trésorerie, si tu veux, le coffre-fort, c'est le département qui est aussi à droite. Et il y a aussi des compétences qui sont imbriquées entre la ville et la métropole. Et quand c'est imbriqué, qu'est-ce qui a la main? C'est celui qui a la trésorerie. C'est pas la ville de Marseille. L'autre enjeu pour la nouvelle équipe municipale, c'est la sortie du système clientéliste qui gangrène la politique locale. Sophie Camard est membre du Printemps marseillais, aujourd'hui maire des 1er et 7e arrondissements. On comprend qu'on est dans un système de réseau avant tout. Donc ici, ce qui compte, c'est de servir son réseau. Donc du service rendu. Du service rendu. Pendant la campagne, ce système était prêt à tout pour empêcher l'alternance politique. Il y a des petits jeunes des quartiers là, qui se font acheter, on leur donne du liquide et ils font des incidents dans les bureaux de vote. Dans le bureau de vote. Bien sûr. Donc en fait, il a fallu qu'on mobilise nos propres réseaux pour contrebalancer ça. Parce que si on les laisse faire les incidents, ça devient quoi? Vous faites un incident dans un bureau de vote, ça permet de faire annuler si geler un bureau. De geler un bureau, par exemple. Des méthodes qui paraissent hallucinantes, mais qui sont pourtant monnaie courante dans la cité phocéenne. Sophie Camard le reconnaît, le changement va prendre du temps. On va tellement connaître une période de mouvement que peut-être on va avoir une installation un peu longue, justement, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, moi, à la ville de Marseille, globalement. Il y a pourtant urgence dans cette ville qui s'enfonce dans la pauvreté, une ville dont le 3e arrondissement est considéré comme un des quartiers les plus pauvres d'Europe, mais la nouvelle municipalité l'affirme, cette fois-là, ce sera différent. On va mettre le paquet sur les écoles, puisque ça, c'est notre pleine compétence. Donc le plan d'urgence pour les écoles, le périscolaire, les enfants, en fait, la ville pour les enfants. Ça, c'est un fil conducteur. Donc, je suis contente qu'il y ait une adjointe à l'éducation populaire. Il y a pas mal d'adjoints qui sont sur des fonctions d'accompagnement scolaire, périscolaire, éducation populaire, service civique, toutes ces choses-là. Mais comment mettre en place un programme politique qui se veut radical, avec une légitimité électorale si fragile? Sophie Camard assume l'échec du printemps marseillais dans les quartiers populaires. J'ai jamais considéré que la libération de Marseille partirait malheureusement de ces quartiers-là. Comment vouliez-vous qu'avec nos petits bras, on va venir dans les cités populaires, on va dire votez pour nous, on va tout changer? Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut partir de zéro dans ces quartiers-là. Les partis politiques traditionnels de gauche n'existent plus, ont été dévastés. C'est pas avec des personnes écrasées de misère, ghettoisées, qui ne croient plus en rien, qu'on allait faire la révolution, quoi. Voilà. C'est les classes moyennes, intellectuelles, qui ont les moyens de se mobiliser, qui l'ont fait. Donc, la responsabilité qu'on a aujourd'hui, elle est de remettre de l'égalité des territoires et que maintenant, effectivement, dans nos politiques publiques, on remette des critères et qu'on arrête d'oublier les quartiers nord quand on fait des équipements, des investissements, par exemple. Derrière les promesses, la réalité pourrait très vite rattraper la nouvelle mairie, car pour remporter la bataille finale, le printemps marseillais a dû marchander avec Samia Ghali, une figure du clientélisme à Marseille, devenue seconde adjointe de la nouvelle équipe municipale. Et les retombées de ce pacte de dernière minute se font déjà sentir. Une enquête sur des procurations douteuses dans le secteur de l'ancienne sénatrice socialiste a été ouverte.